Bonjour, bonsoir, chers amis, pour cette nouvelle émission de Meeting Point que nous allons faire exceptionnellement en deux parties. Nous débuterons donc cette première partie maintenant et une deuxième partie sera probablement diffusée une quinzaine de jours après celle-ci, le temps bien sûr que je puisse analyser, voir les photos, voir les films et bien sûr rencontrer l'équipe qui est partie en Bosnie, explorer le fameux tunnel souterrain dans la pyramide du Soleil. Alors, comme je sais qu'il va y avoir de très nombreux nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices, il faut bien sûr que je me présente. Alors, je suis Dominique Jungblood, je suis écrivain, explorateur, conférencier, cinéaste, et cela depuis plus de 40 ans. J'explore la planète depuis une quarantaine d'années, j'ai fait 2 fois et demi le tour du monde, visité ou exploré plus de 80 pays, et j'ai recensé à moi tout seul plus de 50 000 vestiges inexpliqués de par le monde. Jusqu'à très récemment, j'étais en activité, depuis très peu de temps, je suis en retraite. Depuis 40 ans, j'ai travaillé autour du monde avec un grand nombre de chercheurs, chercheurs scientifiques ou chercheurs alternatifs, archéologues, passionnés, plus de 85 groupes de personnes dans le monde qui m'ont aidé au cours de mes expéditions de pouvoir mieux comprendre les origines de l'homme et de ces civilisations qui ont toujours été, pour moi, un but prioritaire, même si mes activités d'explorateur pouvaient parfois être des activités de mercenariat, des activités de guide, des activités de prospecteur, notamment en ce qui concerne les métaux précieux, les végétaux rares, les terres rares aussi. Ça a été cette activité jusqu'à très récemment. Depuis, je suis en retraite, mais j'ai quand même, durant ces 40 ans, été membre de la Société de géographie de Paris, du Royal Geographical Society of London, de l'Institut géographique de Madrid, du SAIS, qui est un organisme espagnol spécialisé dans la recherche sur l'Atlantide, du Centre polaire pour les mythes Victor. Je tiens d'abord à vous remercier tous d'être venus visionner cette première émission et j'espère visionner la deuxième qui est, je pense, celle pour laquelle vous êtes les plus motivés, mais il était nécessaire pour moi de vous présenter d'abord un certain nombre d'éléments afin que vous puissiez comprendre les objectifs, les intérêts, les enjeux de l'expédition qui vient de se terminer sur la pyramide du Soleil en Bosnie, et notamment la pénétration d'un tunnel d'accès au cœur de la pyramide qui jusqu'à présent était supposé mais non trouvé et qui a été trouvé par une équipe indépendante. Alors je tiens à préciser, et notamment pour la seconde partie de cette émission Meeting Point, que l'équipe qui est allée en Bosnie effectuer ses explorations et ses recherches est une expédition indépendante de moi. Elle n'a rien à voir avec les EPR, European Pyramid Research, donc les fameux EPR1, EPR2 et jusqu'à EPR4. Alors, je vais d'abord vous faire très rapidement un petit rappel historique, un récapitulatif, on va dire. J'ai été en relation avec le docteur Semir Osmanagic concernant la vallée de Visoko en Bosnie-Herzégovine et les singularités qui s'y trouvent dès 2006. Mais je ne me suis pas déplacé là-bas, j'ai longtemps collecté des informations avant de me déplacer en 2013 pour faire une première expédition, le PR1, qui était en fait une expédition de reconnaissance. L'idée pour moi était dans un premier temps
de situer les singularités, de faire une première vérification si ça pouvait être crédible ou si ça ne l'était pas, et de me concentrer sur une expédition à venir qui, elle, allait effectuer le travail d'exploration en profondeur. Cette expédition principale, c'est l'EPR2 qui a eu lieu en 2014 et qui s'est faite en plusieurs volets dans la même année. Nous avons eu 2 équipes qui sont allées là-bas, une premier tiers de l'année 2014 et l'autre pendant l'été. Nous avons évidemment mis dans l'escarcelle de cette expédition un budget assez colossal, plus de 130 000 euros, pour acheter des équipements qui nous étaient nécessaires et que très peu de personnes possèdent. Et je dois, de ce côté-là, remercier la société PCE Instruments qui nous a soutenus, a été un sponsor d'une fiabilité absolue et qui nous a fourni un matériel de pointe qui a permis d'obtenir les résultats de l'EPR2. Nous avons bien entendu acquis notamment un compteur Geiger pour pouvoir mesurer la radioactivité. Nous avons récupéré aussi un Magenta BAT5 qui est un appareil spécialisé pour les ultrasons et plusieurs autres appareils, dont notamment des appareils de détection de champs électromagnétiques et de détection d'ondes électromagnétiques, avec tout un équipement annexe qui a été incorporé dans un ordinateur portable et qui nous a permis notamment pour l'onde électromagnétique de la convertir en onde sonore afin de pouvoir l'étudier. L'expédition de 2017, le PR3 donc, a été en fait une expédition de contre-expertise de celle de 2014 par plusieurs institutions, dont l'UNESCO, suite au rapport que j'avais fait en 2014, et qui a permis ainsi de valider 70% de mes recherches, c'est-à-dire de les approuver à partir des conclusions que j'avais tirées moi-même, que j'avais obtenues à travers un certain nombre de scientifiques, français et étrangers, mais aussi à travers les spécialistes de ces institutions, dont l'UNESCO, qui sont tombés d'accord avec moi sur un certain nombre de mes conclusions. Alors 70%, c'est pas 100%, mais je trouve que c'est pas si mal que ça, quand on pense que l'UNESCO s'est déplacé une première fois en 2005-2006 sur la demande, je crois, de Semir Osmanagic, qui s'est vu opposer un refus complet à toute crédibilité sur ce qu'il discutait, mais on peut le comprendre, puisque Semir n'a pas une véritable inclinaison scientifique, bien qu'il ait un diplôme d'anthropologie. Le problème de Semir Osmanagic, c'est qu'il est, comment dirais-je, influencé, subjectif par rapport aux résultats. Il a une certaine culture New Age qui perturbe, je pense, l'objectivité des résultats, ou du moins de la traduction des résultats par Semir Osmanagic. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle lui n'a pas eu, comment dirais-je, d'approbation, alors que de mon côté, ça a été plutôt l'inverse. Bien sûr, j'ai accompagné les spécialistes tout au long de la visite de ces différents sites pour leur montrer tout ce que j'avais fait, comment je l'avais fait, quand je l'avais fait, et leur montrer par exemple, notamment pour les fréquences, que ces fréquences sont bien réelles et pas imaginées, et qu'elles sont de toute façon, encore à l'heure d'aujourd'hui, totalement inexplicables. Donc on aura peut-être un début de réponse dans la seconde partie de cette émission Meeting Point, qui aura donc lieu, comme je vous l'ai dit, d'ici une quinzaine de jours à partir de la diffusion de cette première partie. Ensuite, on a eu une dernière expédition en 2022. L'objectif pour nous était d'avoir une réponse à une question qui était essentielle, mais qui était restée complètement en retrait de ces différentes expéditions. On n'a jamais, on va dire clairement, trouvé le temps de
d'aller vérifier avec précision la réalité ou non de ces éléments, et ces éléments, c'était les fameux points de Fagioli. Alors que je vous présente Albert Fagioli. Albert Fagioli est un radiesthésiste. C'est un garçon à une très grande compétence dans le domaine, et quand je dis très grande compétence, je ne lui fais aucune fleur. Il est reconnu, et reconnu par un grand nombre de mes amis, dont mon ami disparu Éric Surcouf, comme une aide essentielle dans la recherche de trésors engloutis ou enterrés, de salles souterraines, de lieux invisibles à l'œil nu, mais je ne peux pas expliquer son talent ni sa capacité, mais toujours est-il que nous avons pu vérifier en 2022 que non seulement les points de Fagioli existent réellement, on en a retrouvé un certain nombre, puisqu'on s'est concentré sur la pyramide du Soleil, mais malheureusement, l'un de ces points a été volontairement détruit. C'est une destruction de vestiges archéologiques. On ne sait pas par qui. Je sais à peu près quand, puisque ça s'est passé au moins entre 2017 et 2022. Et une équipe à part s'est basée sur mes travaux pour pouvoir essayer de trouver un accès. Et c'est cet accès qu'elle a trouvé il y a quelques mois et qui lui a, comment dirais-je, qu'il a décidé à prendre contact avec moi, à m'en parler, à me demander la transmission de mes travaux, l'intégralité, pour qu'ils aient, eux, de leur côté, une vision parfaitement claire de ce qu'ils voulaient chercher et surtout de ce qu'ils avaient trouvé. Est-ce qu'ils avaient mis le doigt sur un point de Fagioli ou pas? Eh bien, il se trouve que oui. Et ils ont trouvé ce que ma dernière équipe n'a pas été capable de trouver, mais il faut dire qu'on a été perturbé par quelques accompagnants très incrédules et qui étaient, je pense, venus de manière malfaisante pour saboter la dernière expédition. Ils n'ont malheureusement pas réussi, et je dois ici remercier personnellement Lucas Dagan, l'un de mes équipiers, qui fut du coup l'un de mes adjoints dans cette expédition, et qui a fait un vrai travail de recherche et a permis de localiser de manière claire 2 des 3 points. Donc l'un de ces 3 points a donc été découvert par cette équipe indépendante, et cette équipe indépendante, en grattant un peu, si je puis dire, a réussi à trouver un accès qui lui a permis de pénétrer à l'intérieur, au cœur même de la pyramide du Soleil. Alors il faut savoir que cette équipe indépendante, ce ne sont pas des jeunes de 25 ans, ce ne sont pas des chercheurs alternatifs, ce sont des spéléologues, je dirais quasi professionnels, certains travaillent même dans le domaine du secours, hein. Et le chef de cette expédition, moi je n'étais que le coordinateur et sur leur demande, le chef de l'expédition est un ancien des SAS, les paracommandos anglais, l'équivalent pour nous de la 11e DP ou du 2e RPIMA, donc des gens plus que méga compétents pour pouvoir effectuer une descente à l'intérieur de cet accès. Ils sont d'ailleurs venus eux-mêmes avec un matériel et un budget important. Ils avaient plus de 100 000 € de budget et de matos, des cordes d'escalade, des bouteilles de plongée, enfin ils avaient un matériel de fou, j'ai halluciné. Mais enfin, vu l'importance de l'objectif, il était clair qu'on ne pouvait pas faire moins si on voulait obtenir un résultat. Alors, est-ce que nous l'avons obtenu? Pour l'instant, je n'en sais strictement rien. J'ai bien des éléments, mais je ne peux pas vous les fournir, parce que je n'ai pas pour habitude de parler de choses que je n'ai ni vues, ni lues, ni visionnées. Donc, et encore moins touchées, car il semblerait qu'il nous amène aussi quelques artefacts des plus étranges, et on va voir tout ça, j'espère, dans la seconde vidéo. Alors, il y a beaucoup de détracteurs sur la vallée de Visoko,
Mais plus les années passent et moins il y en a. Plus les années passent et plus il y a de scientifiques qui viennent. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 62 expéditions qui ont été entreprises sur la vallée de Visoko par un nombre impressionnant de pays qui ont tous voulu voir de leurs yeux ce qu'il y avait à voir. Alors, ces expéditions ont eu le même avantage que moi. Moi, je l'ai obtenu grâce à la présidence de Bosnie à l'époque. C'est un laissez-passer maxima sur tous les lieux. Aucun endroit dans la vallée de Visoko ne m'a été interdit. Aucune fouille, entre guillemets, ne m'a été interdite. Et toutes les fouilles qui sont en cours, j'ai pu non seulement y accéder, et cela même avec Semir Osmanagic en personne, mais j'ai pu voir de mes yeux vus tout ce qu'il y avait à voir dans des endroits qui sont encore aujourd'hui inaccessibles au public. Donc, j'aime bien les détractions qui sont faites sur la vallée de Visoko, mais quand on regarde, soit c'est des trolls, autrement dit des microbes sans importance, soit ce sont des gens qui y sont allés, mais qui n'ont pu visiter que ce qui est visitable à travers des guides et à travers un fil rouge duquel on ne peut pas sortir. C'est-à-dire qu'ils ont vu ce que tous les touristes qui vont dans la vallée de Visoko voient. Et à mes yeux, ça ne représente même pas 20% de ce qu'il y a vraiment là-bas. D'ailleurs, je le dis très clairement, vous pouvez trouver le rapport de 2014 sur le site internet Science fait Histoire, il est gratuit là-dessus. Sinon, vous pouvez vous procurer mon livre en EPUB, il y a des liens, qui s'appelle Vallée de Visoko, l'incroyable vérité, si mes souvenirs sont bons, ou bien La recherche de la vérité, je ne sais plus parce qu'il commence à dater ce livre. Et il y a évidemment un nombre incalculable de films qui ont été faits sur la vallée de Visoko, et notamment les miens, que vous pouvez retrouver sur ma web TV officielle. Il suffit de fouiller un petit peu dans les vidéos. Et vous aurez beaucoup d'éléments en complément de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors il est important de dire qu'un certain nombre de singularités dans la vallée de Visoko ont été donc reconnues comme de possibles monuments antédiluviens. Alors antédiluviens par rapport à 9600 ans avant le présent, et antédiluviens, pourquoi 9600 ans avant le présent? Parce qu'une expédition américano-bulgare réalisée dans les années 2000 par le professeur Robert Ballard, le fameux découvreur du Titanic, a permis de rendre historique le déluge biblique et de lui donner une date très nette, en gros dans les 7006 avant notre ère. Donc, nous avons maintenant une ligne qui nous permet de savoir ce qui est post-diluvien de ce qui est antédiluvien, avant le déluge. Et les singularités qui existent là-bas, il n'y en a que 4 qui sont, à mes yeux, et même pas qu'à mes yeux, aux yeux de la plupart des institutions qui sont venues à la contre-expertise, valables. C'est la pyramide du Soleil, moins 24 800 ans grâce à la radiodatation carbone d'une feuille de chêne coincée dans les couches de béton de la pyramide. La pyramide de la Lune, autour des moins 15 000. Le tumulus de Vratnica, à l'heure d'aujourd'hui, les éléments que j'ai donneraient autour de 9 000. Et le labyrinthe Ravenet, qui lui serait le plus ancien, autour des moins 30 000. Alors, la légende qui veut que les tunnels du labyrinthe Ravenet rejoignent toutes les pyramides est à mon avis un mythe total. On ne sait absolument pas où vont ces différents tunnels.
On en a localisé plus de 12 kilomètres au cœur de la vallée exactement, mais il faut savoir que le labyrinthe Ravenay est à plus de 4 kilomètres de la pyramide du Soleil. Alors maintenant, je vais vous laisser avec ma petite présentation concernant la pyramide du Soleil et qui va vous permettre de comprendre pourquoi j'affirme, et je ne suis plus le seul, que la pyramide du Soleil est une pyramide et serait même probablement le prototype de toutes les pyramides existant ou ayant existé sur cette planète. Je vous laisse avec ma démonstration. Nous débutons notre exploration par la pyramide du Soleil. C'est avant tout une colline, la colline de Vysotschica, qui a été terraformée par l'homme. Haute de 220 mètres à l'origine, elle n'en fait plus que 213 aujourd'hui. Chaque côté de cette pyramide fait 440 mètres. C'est alors d'aujourd'hui la plus haute pyramide au monde, dépassant celle de Khéops en Égypte de plus de 66 mètres. Recouverte d'une succession de couches de béton d'argile et de conglomérats très fins et peu conducteurs, elle dispose de 2 niveaux. Nous allons débuter l'exploration par la face nord. Nous débutons par une première fouille de la fondation, quasiment au pied de la pyramide. Apparemment, une carrière, peut-être pour les bâtisseurs de cette pyramide. L'endroit est encore mal sécurisé et des bâches le recouvrent que nous noterons pas. L'âge de la pyramide se situe autour de 24 800 ans avant le présent, si l'on s'en réfère à la datation radiocarbone du CRDSL de Kiev, en Ukraine, faite en 2012. Les prélèvements que nous avons effectués lors de cette expédition, et qui sont actuellement en analyse, devraient en octobre 2015 nous donner une date plus précise, car nous avons confié cette tâche à l'un des plus grands laboratoires d'Europe. Après sa terraformation, la colline de Vysotschica reçut un premier revêtement fait d'un béton constitué de galets et de pierres prises au sein de la Bosna probablement, et mêlées à divers éléments, dont de l'argile contenant une forte densité de quartz aux propriétés piézoélectriques. Dans un second temps, ils recouvrèrent de la même façon la pyramide d'une couche de conglomérats ressemblant à du sable ou de la poussière, mais dont l'analyse en cours pressent une très faible conductivité électrique. Cet assemblage de couches n'aurait pas de sens si l'on avait découvert, à l'analyse du béton, la suite. La composition du béton d'argile est bien plus complexe qu'il n'y paraît lorsqu'on regarde ce matériau à présent. Le temps a fait son effet, mais pas assez pour qu'il disparaisse, comme aurait disparu notre béton moderne s'il avait dû subir les outrages du temps.
Amassant les couches intermédiaires de béton conducteur et de conglomérats non conducteurs, les bâtisseurs de cette pyramide, sciemment ou non, créaient lentement un immense condensateur capable de retenir la charge électrique qui le frappait lors des orages, fréquents dans cette région. La couverture bétonnée est sévèrement fracturée par endroits, mais l'explication sismique à elle seule ne peut suffire. Il est clair que durant la guerre de 1992 à 1996, avec l'installation d'un fortin à son sommet, celui-ci dut être l'objet de nombreux bombardements. Plusieurs endroits sont visiblement le résultat d'impacts destructeurs. Se dessine alors lentement le portrait de cette pyramide. Sûrement pas un tombeau d'un quelconque roi occidental, et bien trop ancienne pour avoir été imaginée et bâtie à l'époque de l'Empire ottoman. On est dans une période de l'histoire qui précède le déluge biblique. À l'occasion de notre exploration du second niveau, nous avons trouvé une ouverture, naturelle ou artificielle, ça je ne pourrais le dire, qui pourrait correspondre à l'un des points radiesthésiques fournis par notre partenaire Albert Fagioli et qui pourrait révéler une voie d'aération de salles souterraines, de tunnels. On a clairement identifié lors de notre exploration les deux niveaux créés par ce revêtement installé. Ce ne peut être le fruit de la nature. Que dire alors de l'onde électromagnétique identifiée également au sommet de la pyramide par nos instruments? Rien malheureusement, car aucune explication logique ne l'explique. Et pourtant, elle est bien là. C'est en fin de matinée que fut découverte l'arête nord-est de la pyramide, ainsi qu'un pan entier de béton, dont la brisure permit là aussi de constater cette construction en millefeuille. Ayant construit le second niveau, les bâtisseurs ont mis en place un premier niveau de même épaisseur et même décalage, toujours constitué avec les mêmes éléments. Mêlant conductibilité et non-conductibilité, ils réalisèrent ainsi ce fameux condensateur. Le firent-ils en connaissance de cause? Cela, nous ne le saurons peut-être que si des archéologues dignes de ce nom se penchent sur la question. C'est en ce lieu que Semir Osmanagic, le découvreur de cette vallée, débute généralement la présentation des vestiges du béton d'origine. Ce dernier doit encore recouvrir une bonne partie de la pyramide, mais il est littéralement recouvert par une forêt dense.
Achevant la dernière coulée de béton, il venait de construire la plus haute pyramide du monde. On peut considérer que la pyramide du Soleil est probablement la première pyramide construite au monde, et cette technique évoluera vers des pyramides entièrement construites, comme celle de Gizeh, qui sont l'aboutissement de ce concept pensé plus de 20 000 ans avant leur élévation. Pratiquement arrivé à la jonction des faces nord et ouest de la pyramide, nous découvrons une gigantesque plaque de béton pratiquement restée dans son état d'origine et montant allègrement jusqu'au 2e niveau, si ce n'est pas jusqu'au sommet pratiquement. C'est alors que nous tombons nez à nez avec la seconde arête de la pyramide, l'arête nord-ouest. Une incroyable satisfaction car, outre la similarité du béton sur l'ensemble des pans trouvés, et qui est en passe d'être confirmée par les analyses des prélèvements, l'existence des deux arêtes renforce notre conviction que nous avons bien affaire à un monument et non une fantaisie de la nature. Les mesures d'inclinaison viennent conforter ce point de vue avec une pente moyenne de 45 degrés sur les 3 faces explorées. Nous sommes sur l'arête qui a été retrouvée, donc qui est plus ou moins détruite. De chaque côté a été creusé de façon à relever la partie arête. Ce qu'on retrouve de chaque côté, donc toujours dans la direction de la pente. Et si on fait un petit point en haut sur ma droite carrément, on va voir que ça descend d'un côté. Et maintenant, si on revient et qu'on fait un point sur ma gauche, on va voir que ça redescend aussi. Voilà, et on est descendu tout le long où on a vu d'un côté et de l'autre et que ça formait une sorte d'arête. Maintenant il y a la végétation qui a recouvert le tout avec la problématique des arbres, de l'humus qui s'est décomposé, donc de tas de terre qui sont plus ou moins hauts. Par contre on voit franchement que tout du long de la descente il y a vraiment une pente à droite, une pente à gauche. Depuis 3 jours, nous explorons sans relâche la pyramide du Soleil, prenant le risque de tomber sur des mines antipersonnelles que notre détecteur ne peut trouver puisque le sol est trempé. Nous sommes à présent certains que cette colline a perdu son côté naturel il y a plus de 24 800 ans. Certes, aujourd'hui, avec son abandon, la pyramide du Soleil ressemble à ce qu'elle était avant d'être terraformée. Mais la pyramide de Teotihuacan ne présentait-elle pas un aspect identique en 1864, lors de son exploration? Des prélèvements faits sur l'ensemble des bétons et des conglomérats accessibles, les mesures métriques effectuées et présentant des similarités d'angle des pentes sur les 3 faces, l'équipe franchit l'arête nord-ouest pour rejoindre par un sentier étroit la face ouest de la pyramide où je les attends. Cette rampe sur laquelle je suis, serait-elle un oubli ou participe-t-elle à la construction? Nous allons le savoir bientôt. Rebonjour. Donc vous avez vu qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont dans le sens que la pyramide du Soleil en est bien une. Ceci dit, ce n'est pas le fait qu'elle soit une pyramide, ce qui est déjà extraordinaire, qui est le fait le plus marquant. Le fait le plus marquant, c'est qu'un certain nombre de ces singularités émettent des fréquences. Et 2 singularités particulièrement ont l'air totalement liées entre elles. Alors il y a d'abord la pyramide du Soleil, bien sûr. La pyramide du Soleil qui émet une onde ultrason de 27,4 kg
qui semble enroulé, coincé dans un cylindre de 4,30 m, autour d'une onde électromagnétique surpuissante, et surtout d'une onde électromagnétique qui défie les lois de la physique. Alors, à savoir pourquoi. Mais toutes les ondes, même les ondes d'ultrasons, c'est un peu comme quand vous jetez un caillou dans l'eau. Vous provoquez des ronds circulaires qui s'écartent à l'infini, mais qui s'affaiblissent au fur et à mesure qu'ils prennent de la distance avec la source. Là, c'est totalement l'inverse. L'onde électromagnétique croît en intensité tous les 10 mètres au fur et à mesure qu'elle s'élève vers le ciel et elle monte à la verticale dans une direction qui n'a pas encore été véritablement fixée, en tout cas calculée. Non seulement cette onde électromagnétique est extrêmement puissante, mais elle est enfermée dans ce cylindre dans lequel l'onde d'ultrason est aussi enfermée, et ce qui fait que cette onde électromagnétique est comme un faisceau laser. Elle est diffusée de manière extrêmement intense dans une direction donnée et ne rayonne pas sur le côté comme elle devrait le faire, même avec une déperdition, pas forcément en étant comme une onde radio. Mais toujours est-il qu'elle est, on va dire, un signal pur. Et ce signal, il a une particularité. Je vais vous la présenter dans la séquence qui va suivre derrière, où on va vous présenter ainsi toutes les fréquences, celles de la pyramide du Soleil, mais aussi celles du tumulus de Vratnica, qui étrangement possède 2 fréquences qui émettent dans des directions opposées, l'une vers le nord, l'autre vers le sud, mais toutes les deux orientées directement, enfin, en tout cas celle nord, directement orientée sur la pyramide du Soleil, et qui semble être en canon. Vous savez, c'est un peu ce décalage de son qu'on a dans les chorales. En canon avec la fréquence principale, comme si le tumulus de Vratnica envoyait des informations à la pyramide du Soleil, laquelle était chargée de diffuser un message dans l'espace intersidéral. Et ce qui nous a beaucoup intrigué, c'est que l'onde électromagnétique de la pyramide du Soleil a été analysée. Et nous sommes tombés sur un cas très particulier. Et ce cas est tellement particulier qu'il nous a de suite fait penser à une autre fréquence qui a été mise dans un film de science-fiction qui s'appelle Mission to Mars et qui était censé expliquer l'existence du visage sur Mars. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est la similarité de la fréquence de la pyramide du Soleil avec la fréquence du film, laquelle a été pensée et étudiée par la NASA avec le concours du SETI, qui est un organisme de recherche d'intelligence extraterrestre dans l'univers. Et c'est absolument incroyable la similarité. Elle est tellement bluffante que je vais me taire et vous laisser voir la deuxième partie de notre meeting point sur les fréquences. Et vous verrez que, franchement, il y a de quoi s'interroger. C'est en montant au sommet de la pyramide, sommet tronqué lors de la construction du petit fortin que surmonte l'apex de la pyramide, et en prenant des mesures radiométriques, radioactivité et fréquence ultrason, que j'eus la confirmation immédiate de l'existence bien réelle de la fréquence ultrason. Elle était calée très précisément sur 27,4 kHz à son point le plus haut. J'avais obtenu une mesure plus précise que l'équipe serbe qui l'avait détectée en 2011. Un radiomètre fourni par mon sponsor PCE Instruments, d'une sensibilité redoutable, détecta également l'existence de la fréquence électromagnétique.
mesure ultrasons faite 5 mètres plus bas, dans la cour du Fortin, indiqua que la fréquence ultrason y était moins forte qu'au sommet, ce qui était une pure aberration physique, puisqu'en principe une onde perd de sa puissance au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de sa source, et non l'inverse, une onde ultrason pulsée. Voilà qui défiait l'entendement. Nous étions en face d'un phénomène étrange, une pyramide que de nombreux scientifiques, géologues, archéologues et autres, disaient naturelle, semblait terraformée et bien orientée au vu de ma boussole, sur le plan des points cardinaux. Elle possédait apparemment un revêtement en béton d'argile très conducteur, du point de vue électrique, sur toute sa surface et émettait 2 ondes, l'une électromagnétique et l'autre ultrason. De plus, sauf erreur de mesure, les 2 fréquences semblaient caler toutes les 2 sur 27,4 kHz. Reste le tumulus de Vratnica, qui doit encore faire l'objet de mesures, puisque notre premier passage sur cet endroit fut plus que rapide et largement insuffisant pour s'assurer de sa véritable nature. Reste tout de même le mystère de la fréquence ultrason de 16,8 kHz émettant exactement au sud du sommet du tumulus. Le mystère de la fréquence ultrason de 18,6 kHz émettant exactement au nord du sommet du tumulus. Mais surtout, du bruit de fond inquiétant, extrêmement régulier, à la nanoseconde près, meublant en bruit de fond l'enregistrement des 2 fréquences et qui semble provenir des vibrations d'une machine pulsante située quelque part en profondeur dans ce tumulus d'aspect naturel de prime abord. Si l'on se souvient des fréquences sud et nord, et qu'on les compare à celles créées pour un film de science-fiction, Mission to Mars, fréquence qui fut donc créée de toutes pièces, certes, mais avec l'appui de la NASA comme conseiller technique, on ne peut qu'être frappé par la similarité, la ressemblance incroyable entre les séquences de celles de Visoko et la fréquence du film. J'ai vu ça. Oh bah ça alors. Luc, qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu veux nous dire c'est que le c'est le visage? C'est le visage, il est réel. Quelqu'un a posé ça là et c'est pas nous. Jim? C'est impossible. Seigneur. Nom de Dieu, mais regardez ça. Eh oui. Luc, qu'est-ce que... Ce bruit, ce son que tu as entendu un peu avant l'explosion... Oui, qu'est-ce que excellent, c'est? Jim. C'est la clé. C'est la clé. Vous l'entendez? Ouais. Mais
C'est les pauses, d'accord? T'entends les pauses, là? Ouais. Et j'ai compris par ça qu'il y avait comme une structure. C'est un motif répété. Mathématiques. C'est aussi ce qui m'est venu l'idée. Il y a 3 blocs distincts au sein de chaque structure. Et dans chaque bloc, les fréquences viennent en groupe de 3. C'est 3, 3, 3, 3, 3, 3, c'est toujours 3, 3, 3, c'est tout le temps pareil. Durant des mois, j'ai tenté d'analyser tout ça en essayant différents ordres et tout ça, et c'est là que j'ai pensé dimensions. Les coordonnées X, Y, Z. C'est ça, oui. 3 groupes égale 3 dimensions. Alors j'ai donné des valeurs graphiques différentes à chaque bloc, groupe et fréquence. Et là, ben ça m'a donné ça. Surprise. Oh, nom de Dieu. Est-ce que ce serait ce que je crois? De l'ADN. C'est clair? Ouais. C'est un modèle d'ADN. Donc, quelqu'un est venu poser ce machin-là ici. D'accord. Et puis c'était autre chose qu'un humain. Mais alors... Qu'est-ce que c'est? C'est une signature. C'est un autoportrait de l'étrange espèce qui a créé le visage. Oui, mais... on dirait de l'ADN humain. Non. Non, il manque la dernière paire de chromosomes, regarde. Peut-être, mais ça lui ressemble. C'est presque pareil. Presque. On différencie l'humain du singe par moins de 3% du patrimoine génétique. Mais ces 3% sont ce qui nous donne Einstein, Mozart. Et Jack l'Éventreur? Ouais, il a raison. Ces fréquences seraient-elles artificielles? Aucun des laboratoires, organismes scientifiques et chercheurs ne se sont engagés clairement à ce sujet. Mais plusieurs chercheurs, comme Alain Guiot, acousticien du CNRS, et Michel Barato, l'un de nos plus grands bioacousticiens, sont persuadés d'une chance possible que cela soit le cas. Toutes les fréquences enregistrées n'entrent pas dans le champ des émissions d'ultrasons des chiroptères, des chauves-souris. Qui plus est, aucune fréquence ne fut enregistrée de nuit, et les chauves-souris n'émettent pas d'ultrasons stables en fréquence et en intensité, même si elles émettent toutes, selon l'espèce, dans une plage spécifique à chaque fois à l'espèce en question. Aucune fréquence ne peut être émise par les orthoptères, criquets, grillons, cigales et même la plupart des espèces de sauterelles, car elles sont bien trop hautes en fréquence pour ces espèces. Pour être sûr que ces fréquences soient indubitablement artificielles, il va falloir effectuer un enregistrement continu de chacune d'elles sur plus de 360 secondes, sans qu'il y ait de variation notable du signal et du spectrogramme. Auquel cas nous aurons soit une singularité géologique liée à la très forte teneur en quartz de la terre et de l'argile des pyramides et de la vallée de Visoko, soit nous aurons affaire à un signal effectivement artificiel. Et alors, nous aurons enfin la preuve que les civilisations antédiluviennes ne sont pas une vue de l'esprit, que ces civilisations, bien que très différentes avec la nôtre, pourraient cependant être aussi performantes sur le plan scientifique. Sommes-nous en train de découvrir des preuves irréfutables des civilisations antédiluviennes ? N'oubliez pas, cette fréquence électromagnétique se situe à 60 mètres de profondeur en prenant le sommet de la pyramide du Soleil comme point de repère. Elle est donc au cœur de la pyramide. Et jusqu'à présent, elle était inaccessible. Visiblement, l'équipe franco-britannique a trouvé le moyen d'aller vérifier une théorie colossale, digne de la théorie des anciens astronautes. On va bientôt savoir de quoi il en retourne. Chers amis, chères téléspectatrices et téléspectateurs, je ne sais pas ce que vous allez penser de cette première partie. Personnellement, moi j'ai cherché à travers cette première partie à vous éclairer déjà sur
C'est quoi la vallée de Visoko? C'est où? C'est en Bosnie? Qu'est-ce qu'il y aurait là-bas? Qu'est-ce qu'on est à peu près sûr? Qu'est-ce qu'on a découvert? Et surtout, dans ce qu'on a découvert, qu'est-ce qui ne s'explique pas encore? J'espère avoir pu répondre à un certain nombre de vos questions. Je suis certain que vous avez 1 million de questions supplémentaires et je vous invite à m'en faire part, soit sur les groupes, soit dans le post qui sera diffusé sur Facebook et qui vous permettra d'y poser toutes vos questions auxquelles je ferai le maximum pour vous répondre. Jusque-là, une chose est sûre, la vérité est ailleurs. Est-ce qu'elle est dans les résultats de l'expédition franco-britannique de la seconde partie de cette émission? Nous le saurons ensemble et très bientôt.